Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre dernier webinaire du cycle d'achat responsable sous le thème Utiliser le levier de performance des achats responsables. Je tiens à remercier tous nos participants fidèles à cet événement, à nos activités. Je remercie également à nos partenaires de diffusion et nos partenaires qui nous ont aidés à réaliser cet événement et à le réussir, principalement M. Philippe Aurore, Bretagne Sense et toutes les entreprises ici présentes qui ont partagé leur expérience. Aussi, le cabinet Buy Your Way, qui n'a pas épargné leur temps à partager leur expérience dans les achats responsables. Merci infiniment. Donc, chers participants, afin de mieux visualiser cette conférence et pour éviter surtout les nuisances sonores, donc je vous prie de garder vos micros éteints, s'il vous plaît, désactivés. Donc, normalement, l'icône en bas doit être barrée en rouge. Et si donc vous constatez qu'il y a des coupures au niveau de la présentation, désactivez votre caméra parce qu'elle aussi le consomme de l'Internet. Donc, ça peut alourdir votre présentation. Donc, s'il vous plaît, gardez vos micros désactivés donc, pour éviter toute nuisance sonore. Donc, Soro, merci de garder votre micro désactivé. Pour poser vos questions, donc s'il vous plaît, donc vous pouvez le faire à travers la boîte de conversation. Normalement, elle est en bas, soit vous trouvez converser ou bien chat, donc selon les paramètres de votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos suggestions et surtout vos questions pour nos intervenants. Donc, sans tarder, je vous souhaite une bonne visualisation et je passe la parole à notre modérateur, Monsieur Philippe Aurore. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Philippe Auroy. Je suis enseignant de la RSE et consultant auprès d'entreprises, essentiellement des entreprises de taille moyenne qui découvrent les achats responsables. J'œuvre essentiellement dans le domaine de l'agroalimentaire. Et je suis ravi de participer à cette séance de clôture qui va être assez riche et dense. Lors des précédents webinaires, on a découvert les fondamentaux des achats responsables. On a découvert les concepts, les enjeux, les contraintes réglementaires, les attentes des consommateurs. On a réfléchi à la méthode, depuis la cartographie des risques jusqu'à l'utilisation d'audits, de codes de bonne pratique, la mise en place de filières dédiées. Et lors de tous les échanges qui ont suivi, on a vu apparaître un certain nombre de questions extrêmement importantes. Par exemple, lors de la présentation de Martine Compemal de l'organisation RH Sans Frontières, elle a bien insisté sur le fait que les démarches, pour être efficaces, devaient être adaptées à des contextes locaux. Elle nous a expliqué comment elle menait des expérimentations sur le travail des enfants en Asie, en travaillant véritablement avec toutes les parties prenantes, les administrations locales, les entreprises, les clients, de manière à avoir un résultat vraiment efficace. On a également entendu parler de points qui étaient importants. David Roger, qui réintervient aujourd'hui, a bien mentionné dans une de ses interventions que l'approche vis-à-vis des fournisseurs était parfois directive ou intrusive, qu'il fallait qu'un dialogue se mette en place entre les parties prenantes. Plusieurs intervenants et plusieurs participants à ces webinaires ont mis en avant l'existence parfois d'injonctions dites paradoxales, c'est-à-dire qu'on a à la fois des exigences techniques RSE, puis on a des exigences commerciales qui sont parfois pas toujours dans l'esprit de la norme ISO 26000.
Et puis, on a parlé aussi de la prise en compte de facteurs culturels, de facteurs économiques, politiques, locaux. Toutes ces interrogations, elles sont normales. Alors, je voudrais insister sur un point qui explique que ces interrogations, elles existent et que les achats responsables comme la RSE sont encore une discipline qui est en devenir. On est sur quelque chose de très récent. Je vous rappelle que la normalisation sur ces pratiques qui est extrêmement récente, l'ISO 26000, elle date de 2010, l'ISO 20400 sur les achats responsables, elle date de 2017, et beaucoup de gens qui œuvrent dans la RSE ont eu un passage par le monde de la qualité. Et à cela, je ne vais pas apprendre que pour développer des méthodologies, des procédures qualité, on a mis plus de 30 ans pour arriver à une maturité dans les systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire. Donc, c'est tout à fait normal que des interrogations se posent, que des ajustements méthodologiques soient à mettre en place dans les pratiques d'achat responsable. Alors, aujourd'hui, on va tenter d'effleurer et de rentrer un petit peu dans ces sujets avec 4 présentations extrêmement riches et, et, et également des échanges lors d'une table ronde qui sera parfois coupée en petits morceaux de manière à laisser la place aux interventions. On va avoir 4 interventions. Nos 2 premiers intervenants ont accepté de réfléchir à une question très particulière qui est définir sa politique achat responsable, comment faire valoir sa démarche auprès de ses clients. C'est vrai qu'à un moment, lorsqu'on fait tous ces efforts pour mettre en place une RSE, on a envie que ce soit valorisé, valorisable. Pour réfléchir et nous donner un éclairage sur ces sujets, 2 intervenants. Le premier, David Roger, dirigeant fondateur du cabinet Buy Your Way, un cabinet de conseil en achat responsable, implanté à la fois en France et en Afrique, et Monsieur Selomea, directeur général adjoint de Akavana, donc une société de production de café au Togo. Le plus simple est que je laisse immédiatement la parole au premier intervenant. David, c'est à vous. Alors, juste une précision, vous pouvez poser des questions à chaque intervenant au travers de la boîte de dialogue et on traitera les questions après la fin de chaque intervention. David, excusez-moi, ce coup-ci, c'est vraiment à vous. Pas de souci, Philippe. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai plus trop à me présenter du coup. Comme le disait Philippe, nous on est spécialiste des achats responsables depuis 2009 et moi auparavant j'étais dans l'agroalimentaire et dans les cosmétiques au sein d'entreprises sur ces mêmes sujets. Et puis en Afrique on traite de ces sujets, j'en reparlerai dans ma présentation, mais on est aussi un cabinet RSE et plus largement sur les questions de développement durable à Tana pour l'océan Indien et puis à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, alors aujourd'hui, je vais, puisque c'est le webinaire qui clôture le cycle, je vais revenir peut-être sur des choses que vous avez entendues, mais juste pour faire une forme de récapitulation et aller plus sur des perspectives et de la prospective sur la manière dont on peut aujourd'hui aborder les achats responsables au niveau du continent africain. Évidemment, dans chaque pays, on va avoir des approches très différentes, mais je vais essayer d'avoir un discours un peu globalisant. Vous m'excuserez, et puis après, on pourra, par vos questions et puis par des exemples, revenir sur des spécificités qui peuvent concerner l'un ou l'autre des pays. Ce qu'on a vu pendant tout le cycle, c'est que par rapport à ce que disait Philippe sur la manière dont on peut aussi valoriser ces démarches achats responsables auprès de ses clients et même auprès de plein de parties prenantes d'ailleurs, on a vu qu'il y avait des thématiques extrêmement variées. On a vu dans les premiers cycles, dans les premières conférences, qu'il y avait le devoir de vigilance des multinationales qui évidemment avait des répercussions par la législation européenne actuelle, même par d'autres législations ailleurs un peu dans le monde, finalement qu'on exigeait de plus en plus de choses sur les chaînes d'approvisionnement et donc sur les chaînes d'approvisionnement aussi d'éventuels fournisseurs africains. On a abordé allègrement aussi les questions de la gestion des risques. J'ai remis l'exemple de Ferrero sur le cacao.
Bon, ça alors sur le cacao ou sur les noisettes, ça dépend, ou sur l'huile de palme, si on veut prendre Nutella, il y a un peu de tout là-dedans. Et puis, on a vu, c'est les petits logos à gauche et le logo traçabilité que, notamment, moi, je l'ai tenu dans mon dernier discours dans la dernière séance sur les chaînes agroalimentaires. On peut aussi valoriser ces démarches et se différencier aussi d'un point de vue marketing grâce à ces approvisionnements. Donc, on a vu tous ces champs-là. Il va falloir les recontextualiser, avoir une définition assez claire que je vous propose sur la slide suivante. Je vais reprendre quelques éléments de définition. Ce n'est pas pour vous faire un cours sur les achats responsables, c'est juste pour se dire qu'est-ce qu'on choisit, nous, en tant qu'entreprise africaine ou en tant que secteur public africain, ou et même je devrais spécifier dans mon secteur d'activité, par rapport à ma taille, par rapport à mes chaînes d'approvisionnement qui sont toutes spécifiques, qu'est-ce que je dois choisir comme approche? Et c'est pour ça que je vous redonne cette définition, c'est parce que le champ des achats responsables, il est multiple. Donc, nous, chez BioWay, on le définit de la manière suivante. Donc, il y a une définition synthétique sur la gauche et puis une définition un peu plus approfondie sur la droite. Je vais juste vous parler, vous aurez les slides de toute façon et les présentations sur le site de RSEPD, juste synthétiser. Un achat responsable, c'est déjà un achat de produits et de services responsables. Donc, ça, c'est important, j'y reviendrai. Potentiellement, vous pouvez, avant de parler de devoir de vigilance, d'auditer d'un point de vue social ou environnemental des fournisseurs, vous pouvez jouer sur ce que vous voulez acheter. Ça, c'est extrêmement important. Et sur votre cahier des charges et sur ce que vous voulez acheter, donc vraiment plutôt sur les spécificités techniques de votre achat pour qu'il soit plus écologique ou plus responsable d'un point de vue social ou moins porteur de risques, etc. C'est un achat de produits et de services qui répond à votre besoin aussi. La notion de besoin, on ne l'a pas forcément beaucoup abordé, mais le premier achat responsable, c'est celui qu'on a revu et éventuellement qu'on ne fait pas ou qu'on fait moins en termes de volume, en termes d'impact, évidemment. Alors, cet achat, on va le faire auprès de fournisseurs responsables et performants. C'est ce qu'on souhaite. Ça, on l'a largement abordé à travers les questions de conformité, de devoir de vigilance, d'évaluation des fournisseurs, etc. Un fournisseur responsable et performant, c'est celui qui a des systèmes de management sociaux, environnementaux qui nous conviennent. Dans le cadre d'une relation respectueuse et durable, c'est ça, on a aussi abordé, c'est-à-dire que si on ne veut pas que les achats responsables soient de l'ingérence, il faut qu'il y ait un équilibre entre la demande du client et évidemment ce qu'on peut espérer du fournisseur par rapport à cette demande. Et en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, de l'organisation, évidemment, on ne fait pas ça on le joue toujours et on le met toujours au centre, c'est que évidemment l'achat il répond d'abord à vos besoins, à vos modèles économiques, à vos positionnements marketing, etc. Donc, partant de là, c'est important. Donc, finalement, nous, ce qu'on dit, c'est on achète quoi, à qui et comment. Et dans la cohérence, évidemment, vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise. Donc, la question, ça va être pour chacune de vos entreprises, de vos organisations, puisqu'on peut aussi parler du domaine public ou des achats des associations et des ONG. Comment je me positionne, quels sont mes leviers d'action? Alors, on va avoir plusieurs choses, c'est la slide suivante. On va voir plusieurs axes que je vous propose à votre réflexion. On va revoir la manière dont on peut travailler de manière un peu pragmatique sur la notion de compliance, parce que, bon, venu d'Europe, même des fois, il y a encore beaucoup je veux dire, de méthodes, de façons de faire qui sont quand même pas très, très opérationnelles sur la notion de compliance. On fait parfois des grands programmes de compliance qui n'ont pas forcément un peu pas toujours de lien très, très pratique au terrain. Donc ça, je vais revenir là-dessus. On réabordera très vite la question du ROI de vos démarches vis-à-vis
des clients. Et je vais m'attarder un petit peu plus aujourd'hui sur la notion d'accompagnement du tissu de fournisseurs sur le long terme. Je pense que c'est comme les éléments de dialogue que Philippe évoquait en introduction. Le temps long, c'est vrai qu'on n'a pas perdu un peu l'habitude, que des fois, on est pressé par les aspects business, court terme, machin, etc. Et pourtant, le temps long, c'est la seule réponse aujourd'hui de se donner le temps long d'accompagner un certain nombre de fournisseurs, la seule réponse viable sur le long terme, à mon sens, en tout cas. Voilà. Il faut réussir à manager ce court terme et le long terme. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez vu, je pense pour une entreprise, déjà recontextualisons aussi ce qu'est actuellement le tissu des entreprises et des organisations dans nos pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord ou dans l'océan Indien. La pratique de compliance, vous l'avez compris dans les webinaires précédents, c'est quand même une pratique qui vient des grands groupes. C'est une pratique qui vient des grands groupes. On gère le risque de marque, le risque réputationnel, les obligations de reporting, les investisseurs extra-financiers, etc. Et ce sont des grosses machineries. Non, la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, ce sont des grosses machineries, alors que si on considère les économies africaines aujourd'hui, bien sûr, il y a quelques grands groupes, je vais y revenir, et puis il y a aussi énormément, évidemment, de PME. Or, cette notion de compliance, elle est parfois relativement difficile à mettre en place quand on a peu d'effectifs pour traiter des enjeux qui sont assez costauds quand même, hein, d'un point de vue management social et environnemental des fournisseurs. Vous avez plusieurs centaines de fournisseurs dans vos organisations. Très difficile d'aller voir ce que chacun fait, évidemment. Donc, la première chose, c'est que cette notion de compliance et de répercuter finalement le devoir de vigilance de ces donneurs d'ordre européens, ça va déjà, ou parce que des investisseurs vous le demandent aussi, parce que même sur le continent africain, sans devoir de vigilance, bon, bah, il y a des grandes entreprises qui sont sous standard AFC, par exemple, dans les financements, et où il y a des exigences évidemment de standards socio-environnementaux sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, mis à part donc, dans ces grandes entreprises, oui, on va retrouver les schémas que vous avez tous vus dans les webinaires. Comment j'évalue mon risque, comment je cartographie mes risques sur mes différentes catégories d'achat, et comment je vérifie par des systèmes d'audit, d'évaluation, ce que font les entreprises, voire jusqu'à accompagner sur le terrain comme RH sans frontières, le témoignage d'RH sans frontières nous a éclairé là-dessus. Par contre, quand vous allez être une PME, alors on l'a vu avec Ultramile lors de l'avant-dernière séance, on arrive quand même à répercuter quelques éléments sur les fournisseurs souvent les plus stratégiques. Pour Ultramile, c'était les matières premières. Ok, mais passé ça, qu'est-ce que je fais moi en tant que PME? C'est la slide suivante. Je dois, donc slide suivante s'il vous plaît, je dois être pragmatique dans mon approche. Là, je vous prends un exemple, bon, c'est une entreprise française, mais c'est une méthodologie appliquée sur d'autres entreprises, et notamment africaines. Je vous prends un exemple pratique. Ce sont voilà, le premier exemple pour que ce ne soit pas trop confidentiel. Par exemple, d'un laboratoire pharmaceutique et cosmétique qui est dans la RSE. Mais c'est une entreprise qui fait 1000 personnes. 1000 personnes à une échelle africaine, c'est déjà beaucoup. En France, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Et on sait qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui sont plus gros, d'autres qui sont plus petits, et on n'a pas la même capacité que l'entreprise qui achète. Donc, et on n'a pas la même capacité de dialogue et d'écoute de part et d'autre. Et c'est ce qu'on appelle la capacité d'influence.
Donc, vous voyez, en ordonnée, vous avez la capacité d'influence et en abscisse, vous avez l'importance des risques RSE qui avaient été évalués par notre cabinet. Et la question qui se pose, quand vous avez fait votre diagnostic de ce qui est important d'un point de vue RSE sur vos chaînes d'appro, eh bien, la question qui se pose, c'est quel temps vous avez et quelles ressources, en termes de ressources humaines notamment, vous avez pour avoir un effet d'entraînement chez vos fournisseurs. Et vous voyez qu'il y a 4 cases sur cette matrice. Quand évidemment la capacité d'influence est forte et que l'importance des enjeux RSE sont forts, là évidemment sur 5, 10 fournisseurs, vous pouvez vous attarder à accompagner, à créer des moyens d'audit ou de rendez-vous. Ça vaut le coup d'aller les visiter et d'entretenir un lien fort sur ces enjeux, leur mettre la pression, mais évidemment de mettre de manière constructive. Mais il y a plein d'autres cas où vous n'allez pas avoir le temps de traiter tous les fournisseurs. Voilà. Notamment si je prends des très gros fournisseurs, même si l'importance des risques RSE est forte, mais vous avez une capacité d'influence faible, vous allez plutôt essayer de remonter, soit de modifier vos cahiers des charges de ce que vous leur demandez, soit éventuellement de remonter des bonnes pratiques de chez eux vers chez vous. Voilà. Parce qu'ils auront peut-être plus avancé sur la RSE. Donc cette notion de capacité d'influence, notamment dans un contexte Afrique, où on a à la fois un grand tissu de PME et à la fois, je dirais, aussi une maturité encore faible, ben, il faut se dire, tiens, quel fournisseur mérite que je passe beaucoup de temps avec lui pour améliorer ses pratiques, pour les améliorer ensemble. Je ne vais pas pouvoir en traiter 100 ou même 50. Il va falloir que j'en sélectionne quelques-uns et c'est ça que je veux signifier avec cette pratique. Et j'ai mis le logo d'une approche qu'on peut reproduire. C'est la notion d'1, 2, 3 environnement. Alors ça, c'est sur la notion environnementale, mais on pourrait faire la même chose sur le social. C'est donnez-vous le temps et donnez le temps à vos fournisseurs d'atteindre des stades. Un premier stade numéro 1, de monter en maturité sur ces questions, puis 2, être capable de progresser, d'avoir des indicateurs plus approfondis, 3, éventuellement, atteindre un stade de certification, etc. Donc ça, c'est une première chose, c'est que, notamment en Afrique, on doit prendre en compte tous ces éléments. Savoir saisir les opportunités, ça, je vais y revenir de manière beaucoup plus succincte. C'est ce qu'on a vu aussi lors de la dernière séance. Posez-vous quand même la question aussi par rapport à tous les clients qui n'ont pas cette notion de compliance, mais aussi pour ceux qui ont cette notion de compliance et de devoir de vigilance, posez-vous la question plutôt de la manière dont vos achats peuvent servir votre business. Je vous avais parlé la dernière fois du marché bio dans le graphique, mais il y a tout un tas de labels et tout un tas de... Alors là, c'est plutôt sur l'agroalimentaire, mais on peut avoir tout un tas de labels sur le textile, sur d'autres secteurs d'activité. Ici à Madagascar, on a aussi beaucoup de services en outsourcing. Et il commence à y avoir une réflexion sur la manière dont on se différencie. Par exemple, l'outsourcing, donc tout ce qui est centre d'appel, etc. On va avoir des labels, par exemple, sur le management des RH qui vont permettre de mieux valoriser sa démarche auprès de ses clients. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est extrêmement important, saisissez ces opportunités. Mais ce qui est important, et vous l'avez vu, donc, approche compliance, approche par le marché en se différenciant, pardon. Quoi qu'il arrive, et je l'ai déjà dit un peu sur la compliance en disant qu'il fallait cibler ces fournisseurs avec lesquels on voulait progresser, quoi qu'il arrive, ce qui est extrêmement important, c'est le temps long et l'accompagnement des fournisseurs. Aujourd'hui, on est dans des contextes, j'avais discuté avec une entreprise africaine, une entreprise marocaine, dans le tourisme, qui était labellisée sur Green Globe. Green Globe exige par exemple des produits écolabellisés.
Et donc, l'entreprise marocaine a été coincée. Soit on fait travailler les entreprises européennes qui ont des produits écolabellisés, soit on fait travailler des entreprises marocaines, mais qui n'ont pas encore les produits écolabellisés parce que le marché est moins mûr, parce qu'il n'y a pas de demande du marché, etc. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que j'arbitre toujours local ou écologique, parce que le risque en Afrique, c'est que si on arbitre toujours sur des solutions déjà toutes prêtes sur le plan socio-écologique, on va s'adresser qu'à l'export. Et à un moment donné, on ne fait pas progresser le tissu de fournisseurs dans nos pays. Ce qui est extrêmement important, c'est que cet accompagnement, il prend du temps, créer de nouvelles offres et faire émerger un tissu de fournisseurs performants et sur des enjeux écologiques et sociaux, ça prend du temps. Alors, je vous prends l'exemple parce que c'est un programme qu'on avait testé un peu en mode associatif au Sénégal. Bon, on était un peu en avance de phase, mais ça avait quand même commencé à prendre. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'il fallait faire monter. Il ne faut jamais y aller seul, en fait. Ça, c'est clair. Parce que vos fournisseurs, ils ont besoin de monter en compétences, ils ont besoin de financement, ils ont besoin qu'on soutienne leur innovation. Ça coûte évidemment de l'argent. Ils ont besoin d'être mis à niveau techniquement, ils ont besoin de mieux prendre en compte ces impacts sociétaux, sociaux, environnementaux. Et ça, un acheteur, et encore plus dans une PME, elle ne peut pas le faire tout seul. Alors déjà, il y a une solution, c'est de se regrouper entre entreprises, d'un point de vue sectoriel ou entre donneurs d'ordre, et d'essayer de traiter étape par étape une catégorie d'achat, une typologie d'achat. Par exemple, nous, on avait commencé à travailler sur la maintenance industrielle avec que des industriels. Et comment j'évite de faire venir des experts techniques de l'étranger pour faire ma maintenance industrielle parce qu'on n'a pas pris le temps de former le tissu de fournisseurs local. Et au-delà de mutualiser entre organisations, entre entreprises, ou avec même les acheteurs du secteur public, vous voyez là, donc c'est des entités sénégalaises mais que j'ai remis autour de mon cercle là, de mon schéma. Ce sont des partenaires. Là, des PME qui soutient le développement des PME au Sénégal, le bureau de mise à niveau, des gens qui aident les fournisseurs éventuellement à améliorer leur gestion d'entreprise. Il y avait une entité, alors je ne sais plus si elle existe, qui s'appelle la Bourse nationale de la sous-traitance. Comment je trouve des sous-traitants locaux, comment je les fais monter en compétences. On avait des grandes universités, des réseaux plutôt sectoriels dans les mines, etc., ou des incubateurs, accélérateurs d'entreprises, voire même des comme Conga Capital, qui a un impact investor, investisseur à impact, qui peuvent aider à accompagner vos tissus de fournisseurs. Parce qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Et évidemment, ça demande de l'énergie et de la coopération. Mais je pense que c'est ça qui permettra à long terme de développer le tissu de fournisseurs entre guillemets responsables qu'on souhaite aussi à travers cette démarche d'achat responsable. Voilà. Et je finirai sur un dernier slide, s'il vous plaît. Non, je vais passer celle-là, hop, parce que j'étais un peu long, et je vais aller sur la dernière. C'est stimuler l'offre. Voilà. Non, l'avant-dernière, avant question-réponse. Voilà. Il y a un autre point qui est important, non, celle d'après, sur les achats publics, s'il vous plaît. Oui, je voulais aussi finir sur le levier des achats publics, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup l'aborder dans le cycle. Encore une. Voilà, celle-là. Ça, c'est quelque chose qu'on voit émerger depuis peu. Alors, j'avais eu l'exemple sur le Maroc. Il y avait eu des démarches aussi sur le Togo, mais qui n'étaient pas forcément allées super loin. Et actuellement, le Sénégal est en train de lancer sa politique d'achat public durable,
comme le directeur de l'Agence de régulation des marchés publics le signale, on est sur 2500 à 3000 milliards de francs CFA dans la commande publique sénégalaise. C'est la même chose en proportion de PIB un peu partout dans le monde et un peu partout en Afrique. Et si on veut développer, si on veut aider aussi les entreprises à développer leurs achats responsables, collaborer avec le secteur public, mutualiser et avoir cet effet de masse qu'a le secteur public et les achats publics, ça peut vraiment être un levier. Donc faire en sorte que, donc n'hésitez pas aussi à casser les frontières entre public et privé. Si le public commence à se mettre à acheter, je ne sais pas moi, du papier, je prends des choses très caricaturales, hein, du papier éco-responsable ou des prestations de traitement des déchets, des sites publics éco-responsables, etc., vous avez tout intérêt à vous rapprocher d'eux, puisqu'ils ont un effet évidemment de masse qui peut vous permettre de mieux trouver plus facilement votre offre de produits, de services et de fournisseurs responsables à long terme. Donc, pour moi, c'est le message de ma présentation. Mutualisez, et donnez-vous le temps long, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut espérer structurer un marché aujourd'hui sur de produits, de services responsables et de fournisseurs responsables sur la J'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas mon time.